la création du site internet d'Adidas au Maroc, c'est LG, c'est Yves Rocher, c'est Marjan Mall. Juste la conduite, tu vois quelqu'un qui va commencer à traverser, ici tu vas accélérer, tu vois. Je comprenais pas au début, je les trouvais un peu durs avec leurs pointeuses et tout, je leur disais ah non moi je serai jamais comme ça, etc. Mais Et encore une fois, on t'avait dit ça marcherait pas, ne fais pas ça. oui, 96 mètres carrés, 700 € par mois. Le Maroc a des bons côtés, le Maroc a des côtés chiants, il faut tenir et il faut le prendre en considération. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est le plus gros site de Coran dans le monde francophone, c'est 1 million de visites par mois. C'est énorme. Tu as aimé la première partie du parcours de Nicolas, voici la suite tant attendue. Dans cette deuxième partie, on plonge dans sa success story. Comment est-il passé de simple développeur à chef d'entreprise au Maroc? Et non, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il nous parle des galères, des premiers contrats, de la réalité du business dans le pays et de ce qu'il referait différemment aujourd'hui. Si tu veux entreprendre, t'installer au Maroc ou juste t'inspirer d'un parcours 100% vrai, reste bien jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je te conseille de passer la vidéo 1,25 ou 1,5 pour profiter un maximum de cet échange qui est en or. Comment tu as développé un peu ton activité? Comment ça s'est passé pour toi l'intégration au Maroc, sachant que du coup tu as essayé de faire aussi du business au Maroc? Oui, alors tout à fait. Moi, quand je suis arrivé au Maroc, je conservais, d'ailleurs je l'ai toujours, une auto-entreprise en France sur laquelle je facturais un pourcentage du coup à Soudure.pro, le projet que j'ai évoqué avec mon père, mais également d'autres sites e-commerce dans lesquels j'ai pris un pourcentage. Donc par exemple, un porteur de projet fait un site internet qui fait 14 000 € de chiffre d'affaires par an. Autrement dit, pas un gros business, car si tu divises par 12, on est, voilà. Et si tu retires le prix des produits, voilà. Donc je crois que c'était 24 000 € par an. Et moi, ma spécialité, c'est vraiment de prendre le projet et de le développer sur Google. Moi, ma communication, c'est Google, c'est le marketing pragmatique. Tu apparais quand les gens te recherchent, tu vois. Le marketing, c'est très large, il y a de tout, il y a l'emailing, il y a Facebook, tout ça c'est très bien, mais moi, pourquoi j'avais le plus d'appétence, c'était Google. Et donc, comment j'ai gagné de l'argent? C'est que par exemple, je m'inscrivais dans des projets comme ça, qui au départ ne pouvaient pas beaucoup me payer, puisque eux-mêmes ne se payaient pas, donc avec une somme symbolique. Et puis je m'y investis comme si c'était mon site, et au fur et à mesure, le site qui faisait 24 000 € par an, il en fait 180. Et donc toi, tu as développé une relation quand même super privilégiée avec le porteur de projet, parce que il a conscience que tu as investi en lui, parce que tes compétences, tu aurais pu les mettre à quelqu'un d'autre. Toi, tu t'es donné sans compter pour juste le minimum qu'il va te donner. Et donc, admettons, les 300 € par mois qu'il te donne au début, ça va se transformer au bout de 2 ans en 1 300 € par mois, tu vois. Et donc, j'avais quelques trucs comme ça, plus des sollicitations de gens qui voulaient la création de sites internet. Il y a notamment des gens qui me contactaient parce que j'ai évoqué un peu Coran français tout à l'heure, qui est devenu le Coran. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est le plus gros site de Coran dans le monde francophone, c'est 1 million de visites par mois. C'est énorme. Et donc moi, sur mes réseaux sociaux, je partageais un peu les stats là-dessus, les gens voyaient ça, automatiquement ils comprenaient qu'effectivement sur Google, je maîtrisais un peu le sujet, ça me ramenait des clients, etc. Alors, j'avais ça au début, donc une activité, on va dire 100% française, mais que j'exerçais depuis le Maroc. 100% française dans le sens où tout passait par mon auto-entreprise. Mais donc j'ai commencé comme ça, et puis je continuais à recevoir de la demande de création de sites web, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai que 2 mains, et il a fallu penser à déléguer. Sauf que moi, je ne voulais pas déléguer à des gens loin, que je ne connais pas. Donc à l'époque, j'avais pas de sous, j'ai proposé un temps partiel à un développeur marocain que j'ai recruté sur LinkedIn, et on a commencé modestement dans un café à El Ouda, le café Jibilia, et on avait quelques heures de connexion internet en échange d'un jus d'orange et d'une omelette, tu vois. Ouais. Et on a bossé comme ça un petit moment. C'était la loose pendant un petit moment encore. J'avais un ami qui était venu du Sénégal, c'était pas facile pour lui, c'était pas facile pour nous, alors on s'est dit écoute, ton loyer, on va le diviser par 2, on va mettre notre bureau dans ton appart à Adrar. Adrar de 2016, c'est pas le même Adrar qu'aujourd'hui. Non, Decathlon, tout ça, ça n'existait pas. Donc on est allé là-bas. Et puis on a commencé à avoir 1, 2, 3 gars dans un appartement à Adrar. On s'est dit ah quand même, on peut pas recevoir des clients ici. C'est pas du tout un environnement normal de travail, donc il va falloir qu'on trouve des locaux.
Et là, j'ai décidé de sauter le pas en prenant un vrai bureau professionnel dans un immeuble standing, l'immeuble Yasmine à Agadir, à investir dans les cloisons, en aménagement, et c'est ainsi qu'a démarré Energy. Parce que quand tu lances un bureau, ici tu loues un plateau, tu as juste les fils électriques qui sortent du plafond, mais tu as tout à faire. Et puis, voilà, si on parle de loyer, pour les gens qui nous écoutent, ils ne vont pas forcément connaître Agadir, mais l'immeuble Yasmine, c'est un immeuble de bureau assez standing. Si vous cherchez sur Google, vous verrez d'extérieur, on va pas dire c'est la défense, mais ça s'en inspire, quoi. C'est un beau bureau et c'est en plus assez central dans la ville. C'est Voilà. déplacé. 96 mètres carrés, 700 € par mois. Donc il faut sortir les 700, il faut sortir les 200, les 2 fois 700 supplémentaires. Et puis surtout, il faut faire l'aménagement. C'est ça qui coûte cher. Oui, la mise en place d'un bureau comme ça a dû être, parce qu'il faut acheter les tables, les ordinateurs pour les collègues, ils vont travailler sur quoi sinon? Donc ça a dû être un investissement de 15-20 000 €, tu vois, pour lancer Energy qui nous permettait maintenant, si on était sollicité, de faire venir des gens au bureau, etc., etc. Et du coup, là, à partir de là, tu as commencé vraiment à développer ton agence Energy. Et encore une fois, on t'avait dit, ça ne marcherait pas, ne fais pas ça. Oui. Comme d'hab à chaque fois, parce que moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat, notamment sur Insta, et je parle toujours des gens négatifs qui vont… Mais pour tout. Pour tout. Le site de Coran, à l'époque, il y avait Assabil et d'autres trucs. On m'a dit, ça sert à quoi ton site de Coran? Ça sert à quoi? Je cherchais, moi je postais sur des forums, qu'en pensez-vous, tout ça. Je me faisais dédinguer. Alors ça sert à quoi? Ça existe déjà. Voilà, 1 million de visites par mois maintenant. Donc voilà, il y avait bien un besoin. Belle preuve que parfois, quand on veut lancer quelque chose, il y a toujours ce retour négatif de soit l'entourage ou des gens qui au final en plus n'y connaissent rien, qui veulent juste te décourager. Et il faut juste tenter en fait, tu vois. Oui, tenter, et voilà. Et puis au final, les choses se retournent positivement parce que quand tu as dit des trucs comme ça et que tu réussis, tu as tendance à te gargariser un peu. Ça fait du bien. Bah oui, il faut être aussi fier de ses succès. Bah oui. Donc là, l'agence a commencé à grossir, tu commences un peu à te lancer. Comment ça se passe, les ressources humaines au Maroc, au niveau des compétences, au niveau du recrutement? Est-ce que tu es plutôt satisfait? Ou alors il faut tout refaire au niveau de la formation? Je pense que pour tous ceux qui veulent lancer une entreprise au Maroc, c'est intéressant de savoir comment ça se passe ici. Alors, bien sûr, tout dépend du domaine. Je pense que si tu te lances dans une activité et que tu as besoin, sans que je cherche à dévaloriser n'importe quel corps de métier, mais je veux dire, tu as besoin d'un gardien à l'entrée, d'un vigile. Bon, bah là, tu prends un mec qui a une formation de vigile, tu vas t'en sortir, tu n'as rien besoin de lui apprendre généralement. Par contre, dans le domaine du web et du marketing, j'ai recruté des masters et des ingénieurs. Souvent, les ingénieurs, on arrêtait et mes meilleurs développeurs sont des gens en licence. Mais il fallait tout apprendre parce que les développeurs, ils ne connaissent pas les solutions les plus utilisées sur le marché. Ils vont connaître PHP encore. Et encore plus les ingénieurs, le problème c'est qu'ils vont connaître un peu de PHP, un peu de Python, un peu de je sais pas quoi. Qui sont des langages informatiques. Je le dis pour ceux qui les écoutent, c'est des langages informatiques. Mais quand tu connais un peu de beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses de quelque chose, tu vois, c'est un problème. Alors que quand tu recrutes quelqu'un qui a fait peut-être que Bac+2, Bac+3, mais qu'il a fait en full PHP, ce qui est… Pour parler aux gens, c'est le PHP, c'est ce avec quoi est fait les 3/4 des sites du monde aujourd'hui, Facebook, tout ça, c'est le PHP. Donc c'est le besoin du marché. Tu dois quand même les former parce qu'ils ont appris PHP, mais ils n'ont jamais entendu parler de PrestaShop et de CMS, enfin bref, les logiciels qui sont utilisés en majorité par les gens. Et de même, dans le marketing, ils sont masters, ils ont payé cher pour ça, parce que généralement c'est des écoles payantes privées. Voilà. Mais tu les reçois et est-ce que vous connaissez Google Ads, est-ce que vous connaissez le référencement? Et là tu sens qu'ils l'ont étudié pendant 2 heures, un trimestre sur leurs 5 ans d'études, tu vois. Et donc tu as tout à apprendre. Donc moi au niveau du recrutement, à la fin, pour ce qui est du développeur, le diplôme, je m'en fiche de toute façon. Donc
je lui fais faire un test. En une journée, en gros, je lui confie une maquette et le soir, je regarde ce que ça donne. Ça filtre très vite. Et pour les marketeuses, je dis marketeuses parce qu'au niveau de l'apprentissage, nous, nos clients sont français, tu vois. Donc la langue est extrêmement importante. Et je vais dire marketeuse parce que sur la réalité des gens qui sortent de l'école, les filles maîtrisent beaucoup mieux les langues que les garçons. J'ai eu des rares exceptions, j'ai recruté des gars qui avaient un niveau en français C1, C2, tu vois, sinon c'est que des filles, c'est pour ça que je vais dire marketeuse. Il faut leur apprendre leur métier. J'ai dû investir dans pas mal de formations vidéo et je sais que quand je recrute la personne, elle ne sera pas opérationnelle un petit moment, 1 mois, 2 mois, ça va être, je vais payer sa formation quoi, avant de pouvoir commencer à m'aider. Et après, ça se passe bien. Une fois qu'ils sont formés au niveau du boulot, tu es plutôt satisfait ou c'est compliqué? Il y a à boire et à manger, hein. Je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue mondial au niveau des nouvelles générations qui fait que je pense qu'on est dans les mêmes eaux d'âge, mais quand on traite avec des personnes qui sortent de l'école aujourd'hui, on ne comprend ni les revendications, ni rien. Alors, quand tu fais un entretien d'embauche, la personne, ses questions, c'est quels sont les avantages sociaux, à quelle heure est la pause, aucune question métier, je te jure. Aucune question métier et une revendication de salaire incroyable. Ouais. C'est une tendance. Déconnecté en final. Déconnecté. De la réalité. Donc on dit merci à Instagram et TikTok, toutes les vidéos là qui te disent, tu sais, qui clashent le patron là. Ouais. Mon patron qui me parle des objectifs de l'année alors que je sais que je vais démissionner. Enfin, il y a un vrai mouvement comme ça, tu vois. Donc voilà. Et j'ai essayé à un moment donné dans Energy Dean, j'avais mon meilleur ami, j'avais fait venir de France, on était associés, on a essayé d'avoir un management un peu cool, mais pas pour appliquer un concept, mais parce que moi j'étais employé 11 mois. Et c'est vrai que, pas mon patron, je l'aime beaucoup et je travaille encore avec lui, mais mon supérieur, si tu veux, j'étais assis sur mon ordi et lui il était assis derrière moi. Et regardez. Ouais, il tourne la tête à gauche. C'est horrible de travailler comme ça. Et je te promets, je bossais. Si je lâchais la souris 2 secondes, j'avais Nicolas, tu fais quoi? Ah ouais. C'était insupportable, alors que vraiment, en toute modestie, enfin, tu peux voir si les autres à côté de toi ils bossent ou pas. Moi, je bossais à côté pas vraiment, donc c'était pas très. Voilà. Donc, créer son entreprise, c'est aussi créer son univers. Donc, l'idée, c'est la souplesse, les horaires de travail, etc. Tu fais ce que tu veux tant que ça atteint, etc. Donc, nous, on est parti de ce principe-là, un peu en mode bisounours et naïf, parce qu'il ne faut pas oublier du coup qu'à 19 ans, notre première expérience professionnelle, on l'a fait ici. Donc, je ne peux même pas vraiment te dire quelle est la différence entre la France et le Maroc, parce que moi, finalement, 100% de ma carrière est quasiment ici, pour l'instant. Et ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Il y en a avec qui ça marchait, il y en a avec qui on a pu donner beaucoup d'argent en récompense, parce que l'effort était donnant-donnant. Mais il y en a, tu donnes la main, ils te prennent le bras. Donc je vois beaucoup de gens que je ne comprenais pas au début, je les trouvais un peu durs avec leurs pointeuses et tout, je leur disais ah non, moi je ne serai jamais comme ça, etc. Mais quand tu es confronté à la réalité, au bout d'un moment tu as l'impression qu'on se moque un peu de toi, tu penses à ces choses-là. Alors moi j'ai revu totalement les choses, j'ai totalement restructuré mon équipe pour avoir une petite équipe. Je suis qu'avec des gens avec lesquels c'est donnant-donnant, donc ils ont toutes les largesses que je ne pouvais plus donner quand j'avais une plus grosse équipe, ils viennent à l'heure qu'ils veulent, etc. Ils gagnent bien leur vie, ils sont entre 1000 et 1300 euros par mois de salaire, tu vois, Ce qui est un très très bon salaire au Maroc. Le plus vieux a 30 ans, une à 24 ans, 25 ans, tu vois, et c'est juste après ma restructuration, donc la majorité des gens que je te cite là, ils sont chez moi depuis quelques mois seulement. Et je ne vais pas hésiter à leur donner beaucoup plus. Et comme je te dis, j'en ai rien à faire des heures, etc. Tant que l'objectif est atteint. Mais j'ai appris avec le temps. Et quand je les ai recrutés, ces gens-là, on a parlé les yeux dans les yeux lors de l'entretien d'embauche.
Je trouve que c'est la meilleure façon de faire, de recruter des gens et d'être dans le partage et dans les largesses et tout ce que tu veux, mais il faut que de l'autre côté aussi la personne, elle soit ambitieuse, elle comprenne qu'elle... Alors généralement je prends des gens qui ont déjà eu de l'expérience professionnelle, sinon ils considèrent que c'est normal ce qu'on leur propose comme privilège, et quand ils se rendent compte de ça et qu'ils se donnent, bah, c'est gagnant-gagnant. Bien sûr. Tu nous as parlé de Casablanca tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à Casa? À Casa. Alors à Casa, j'ai pas été beaucoup de fois depuis 10 ans, mais à un moment donné, j'ai eu comme projet d'ouvrir un bureau à Casablanca. Pourquoi? Parce que le réflexe des gens, si vous voulez, dans notre domaine, il y a plus de gens qui cherchent à Google agence web Casablanca que agence web Maroc. Par réflexe, le business, il est là-bas. Donc pour moi, il fallait avoir une représentativité commerciale. Donc, quelle bêtise ai-je fait? Et pourtant, j'étais pas né de la dernière pluie, ça faisait déjà 6 ans que j'étais là. Mais quelle bêtise j'ai fait? J'ai été sur Avito, tout ça. Donc, j'ai regardé les annonces de bureaux à louer à Casa sur les différentes plateformes. Et quelle que soit la plateforme, la première page était trustée d'annonces à des prix démentiels. Et en fait, ça ne m'étonnait pas, puisque ici, il y a beaucoup de gens qui te parlent et qui te disent des choses alors qu'ils n'y connaissent rien. Ils te disent que Casa, c'est 10 fois plus cher qu'ici, etc. Donc, ceci étant concordant avec ce que j'entends, pour moi, c'était comme ça. Et donc, à un moment donné, mais je me suis bien fait avoir. Mais ça ne recommencera pas 2 fois. J'ai trouvé une annonce qui était pas très, enfin qui me semblait avoir un bon rapport qualité-prix, qui restait très cher, mais par rapport à ce que je voyais et tout. Et je contacte l'agence. Et ça faisait un petit moment que je cherchais, donc ma patience était voilà. Et elle me dit ok, c'est bon, je vous recontacte. Hop, elle me recontacte quelques heures plus tard. Finalement, c'est plus dispo. Donc je me dis, mais technique de manipulation ce truc, on me l'a fait comprendre après. Je me dis mince, je suis passé à côté d'une opportunité. Ouais, une bonne affaire. Ouais. Et puis voilà qu'une autre bonne opportunité arrive. Donc cette fois carrément, je m'engage même avant d'aller sur place. À ne jamais faire bien sûr. Par le même contact? Oui. D'accord. Donc c'est lui qui t'a rappelé? Oui, sur le moment j'avais pas compris ce truc-là. Et c'est là qu'on a une culture marocaine, je veux dire une culture différente sur tout ce qui est méfiance, etc. On l'abordera, mais il y a des spécificités culturelles qui fait que quand tu arrives ici, on te dit méfie-toi de lui, méfie-toi de lui. Moi, j'arrive comme un perdreau de 6 semaines. Tu vois. Donc là, je dis on y va, quasiment on s'engage et tout. Bon, je vais sur place. Je ne maîtrisais pas le kazaoui. Parce que le kazaoui, il est différent que le gadiri. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'ici à Agadir, tu vas louer un truc, on se regarde dans les yeux, on se fait confiance, on se serre la main et tout. Non. Pour la première fois, relevé bancaire, tout ça. On est dans un autre mood. Mais surtout, je visite le bien. Il me plaît moins bien qu'en photo et tout, mais je prends un coup de pression. En gros, ils m'ont mis un coup de pression. Vous vous rendez compte, on a dérangé le docteur. Vous aviez dit que vous preniez, etc. Et donc, je l'ai pris. Je l'ai pris. Et pareil, les contrats de bail ici, certes, il y a des lois, etc. Mais les gens dans la région du Sud, ils sont plus à trouver des accords, etc. Je veux dire, je te loue ton truc, je te paye les loyers, je pars, ça fit, tu vois. Alors, c'est d'autant plus vrai dans le particulier. Dans le professionnel, c'est vrai que tu as des contrats 3-6-9. Donc tu t'engages sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, mais il est vrai que plusieurs fois j'ai changé d'endroit et à aucun moment le propriétaire m'a dit non, tu t'es engagé. Donc, tu vois, c'est de la prise de tête européenne, c'est pas ici. Donc moi, je suis à Casa du coup, et là je décide de faire ce que j'aurais dû faire dès le départ et que tu préconises d'ailleurs dans tes vidéos. J'étais sur place et j'ai vu des panneaux à louer et tout. Alors j'ai vu un panneau à louer dans un super bâtiment, je me suis dit à curiosité, voilà. Et finalement j'apprends que le truc, je pense que je m'étais engagé dans un truc à 1 000 € par mois, là le truc il est à 1 250 € par mois. Par contre niveau standing, c'est x5 quoi.
Et donc je recontacte le propriétaire qui va avoir les oreilles qui sifflent à ce moment-là. Mais du coup, lui, ah non, donc je lui dis, ah, monsieur, vous comprenez, je ne savais pas et tout, mais non, je veux changer d'avis. Et là, il me sort, non, mais vous vous rendez pas compte, j'ai signé le contrat, donc maintenant il a été légalisé, donc je ne peux plus revenir en arrière. On est au Maroc. On est au Maroc, ça n'existe pas, ça. On est encore dans un pays de bon sens. Et je parle pas de trucs que j'aime pas du tout, corruption, tout ça. Ouais. Je te parle juste d'aller expliquer la situation à un gars. Il va comprendre et voilà. Non, lui, il m'a embrouillé. On a trouvé un deal, j'ai perdu de l'argent. J'ai dû payer, je crois, 6 mois de loyer. Ah ouais. Parce que je me suis engagé dans l'autre qui me plaisait nettement mieux, tu vois. Et donc, ouais, j'ai perdu 3-4 000 euros comme ça. Et donc, mais j'ai pas eu que ça comme expérience. Dans le business ici, on sait que ce qui fait défaut à la plupart des entreprises, ce sont les impayés. Pour le coup, c'est culturel, hein. Il y a vraiment un truc. Ouais. Des prestats qui ne sont pas payés, par exemple, des missions, des trucs. Ouais, c'est ça. Tu envoies la facture et le paiement, il n'arrive jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou alors, il va arriver, mais c'est parce que tu vas relancer, tu vas relancer. Donc voilà, ça c'est sur petit aspect négatif. Ouais, mais il faut le dire, Des choses. Il y a plein de choses qui ne vont pas en France. Il y a plein de choses qui sont bien en France. Moi, ma vision de la France, tu vois, après 10 ans d'éloignement, c'est qu'on a un des pays les plus beaux du monde en termes de diversité de paysages. On a un patrimoine architectural magnifique. Tu as plein de coins en France. Tu te balades, c'est trop mignon, tu vois. On a quand même des mœurs. On a un niveau d'éducation de la population qui tend à venir ici. Mais je veux dire, tu vois, on a le tri sélectif, on a un minimum de propreté dans les rues, même si ça commence à se dégrader, etc. Ouais, ça se dégrade lourdement, malheureusement. Mais on a certains codes, c'est tout con, juste la conduite. Ouais. Tu vois quelqu'un qui va commencer à traverser, tu vas t'arrêter 12 mètres avant pour lui laisser la place. Ici, tu vas accélérer. Tu vois? Donc, tu as plein de trucs comme ça que tu peux préférer en France. Mais malheureusement, ce qui prend la tête en France a pris une proportion trop importante qui est inférieure à ce qui peut t'embêter. Bien sûr, ici. En fait, c'est une question de balance, en fait. Tout à fait. Les points négatifs au Maroc sont tellement moins lourds que ceux qu'à la France. C'est-à-dire qu'au Maroc, tu peux être saoulé par des comportements, mais on ne va pas aller voir ta fille pour lui demander le bonnet que tu portes, c'est parce que tu as froid ou c'est un signe religieux? Et ça change tout. Ça, c'est insupportable. Ça change tout. Et du coup, ton expérience à Casa, alors elle a continué, elle a perduré ou alors c'était pas concluant pour toi? C'était pas concluant pour 2 raisons. Donc moi déjà à ce moment-là, j'avais nommé un directeur dans ma boîte et moi j'étais très peu à Energidine. Donc c'est plutôt lui qui a géré cette période Casa, etc. Mais comme je dis, c'était vraiment un investissement pour rien parce que c'était une fausse bonne idée d'avoir une entité commerciale à Casa. J'avais investi dans des beaux bureaux parce qu'on sait que ça compte. Les gens, ils viennent chez toi, ils voient que c'est joli, ils se disent c'est sérieux ici. Sauf qu'à Casa, embouteillage, tous les clients veulent que tu ailles chez eux. Et oui, oui, on a fait des beaux bureaux pour rien. Les gens, ils venaient pas en fait. Non. Alors, on a eu des bons clients parce qu'Energidine, alhamdoulilah, c'est la création du site internet d'Adidas au Maroc, son hébergement, son référencement. C'est LG, c'est Yves Rocher, c'est Marjan Mall, c'est Electroplanet. Donc tu as eu des beaux clients? Oui, bien sûr. Mais ça a compté pour eux quand même qu'on ait une adresse à Casa, mais ils ne se sont jamais déplacés. Tu les as eus après Casa du coup? Une partie avant et une partie après. Alors, ceux qui sont arrivés après était-ce parce qu'on avait déjà acquis des références qui leur ont donné confiance? Je sais quand même que quand ils nous ont contactés, le fait de dire qu'on avait des bureaux à Casa, ça avait un aspect rassurant pour eux. Alors qu'en vérité, 50 minutes d'avion, tu es à Casa, Air Arabia, 410 dirhams. Ça va? Donc, 1 heure d'avion. Donc, si tu veux, tu peux faire même l'aller-retour.
la personne, elle te fixe un rendez-vous, c'est comme si tu habites dans En la banlieue, tu c'est vois. vrai, hein, c'est vrai. Mm. Du coup, quand même, tu nous as parlé de tes beaux clients. Ça a été qui ton premier gros client au Maroc? Tu nous as parlé Decathlon. d'Adidas. Decathlon? Ouais. Alors moi, justement, bah, ma force, mon métier, et ce que je vends, c'est l'inbound marketing au travers de Google, donc jamais de prospection. Et un jour, j'ai une collègue qui a un formulaire, on vous rappelle, les gens mettent juste leur numéro de téléphone et on appelle, et c'est le responsable marketing de Decathlon, tu vois. Incroyable. Et puis voilà, après on a eu Decathlon, et ensuite ça s'est enchaîné avec Adidas, qui était pour moi la meilleure expérience, c'était Adidas. Ouais. Ouais, parce que Decathlon, ils nous ont fait intervenir. En gros, il faut savoir, comme ça les gens ils apprendront des trucs divers aussi, que généralement les grosses boîtes comme ça, tout l'aspect développement, ils le font en Inde et au Pakistan. Et il n'y a que le marketing où ils vont faire appel à des entreprises locales. Et ça se comprend. Tu as besoin de maîtriser la culture du pays pour faire du marketing. Bien sûr. Parce que ton hijab Decathlon, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Si tu fais la pub en France, ça ne va pas avoir le même résultat que si tu le fais ici. Bien sûr. Vois. Donc ils prennent des agences marketing. Sauf que Decathlon, ils nous ont confié le développement du site internet. Donc ça déjà, c'était très chouette. En tant que développeur, c'est quand même super cool de coder Decathlon, tu vois. C'était un beau challenge technique. Et puis derrière, ils nous ont confié le référencement et on a travaillé 2-3 ans dessus. Jusqu'à qu'ils globalisent la solution, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de adidas.co.ma. Ils sont passés en adidas.com/ma. En fait, c'est le même site maintenant pour toute la Terre. Il n'y avait plus de site comme ça par pays. Mais des deux côtés, ça a été un petit crève-cœur quand on s'est quitté parce que l'expérience était vraiment sympa. C'est marrant parce que je trouve que c'est un super feedback. Parce que tu sais, au Maroc, on entend souvent que des gros comptes, vu que c'est des gros comptes, c'est dur de les avoir si tu n'es pas dans le réseau du frère, du responsable, tu vois, on entend beaucoup ça, tu vois. Alors, moi, je vais te dire une autre réalité, qui n'est pas forcément plus jolie, mais comme on met tout cartes sur table, bien sûr. Il y a de ça. Mais moi, tout à l'heure, je t'ai parlé du white privilege. Je te cache pas que je pense que si j'étais pas blanc… Ouais, tu penses que ça a joué le fait que tu t'appelles Nicolas, que tu sois blanc? Oui, ça a un côté rassurant. C'est malheureux. Tu vois. Moi, j'essaie dans ma communication… Non, il y a ma photo sur le site parce que je sais que ça marche. Ça joue, bien sûr. Mais voilà, je sais pas. Il y a un truc dont le MRE profite, hein. Quand les MRE viennent et qu'ils disent moi j'ai travaillé en agence à Paris et tout, bien sûr, on leur déroule le tapis rouge et c'est un peu la même chose pour un Européen qui vient s'installer ici. D'accord. Écoute, c'est super intéressant et encore une fois, moi à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faut dire, partager, c'est important, tu vois. On va s'approcher un peu de la fin parce que ça fait déjà plus d'1h15 et j'ai pas envie de te prendre tout ton temps. J'ai envie de dire si tu avais des conseils à donner sur des gens qui voudraient, d'une part, bosser sur le digital, parce que tu sais, moi, je fais partie des gens qui encouragent tous ceux qui sont perdus dans la vie professionnellement et qui ne savent pas quoi faire, qui veulent quitter leur pays. Moi, je les encourage à choisir le digital comme peu importe la voie, hein, marketing, développement, graphisme, bref, n'importe quoi. Je les encourage à choisir le digital parce que ça ouvre facilement des portes à l'étranger. Si tu avais des conseils, toi, sur ce secteur-là professionnel, tu dirais quoi à quelqu'un qui voudrait se former, qui voudrait se réorienter? Alors moi déjà, je lui dirais d'être pragmatique. Je connais beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le digital et qui cherchent l'idée ou le projet à 10 000 € par mois et qui passent des années à le chercher sans jamais avancer. Moi, personnellement, je me suis construit en lançant un projet qui m'a rapporté 400 €, un autre qui m'a rapporté 500 € et c'est le cumul de tout ça qui fait une belle somme aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais déjà, je le sais et je vois malheureusement des gens en souffrir. Il y a beaucoup de fantasmes, on rêve un peu sa vie. Il y a les entrepreneurs et il y a les entrepreneurs, tu vois. Et on voit plein de choses sur Internet. Voilà. Il faut être pragmatique. Il faut avoir des petites notions de coût de revient et marge, que ce soit dans la vente ou dans le service, et aller vers le canal digital qui nous semble être le plus efficace pour son secteur d'activité.
Donc on est quand même dans une période où c'est un peu compliqué de conseiller les gens dans ce domaine car on est en plein bouleversement avec les IA, etc. Et moi, ma vision par rapport à ça, c'est que ça va faire un tri énorme. Clairement, pour moi, demain, il va y avoir un max de personnes qui seront dépassées, mais pas tous. Ceux qui ne seront pas dépassés, justement, ce n'est pas ceux qui utilisent juste ChatGPT, mais qui investissent, et c'est pas cher généralement, les abonnements aux IA, c'est à coût de 15 euros, 20 euros par mois, donc c'est pas cher. Donc tu peux en prendre 5 pendant un mois, puis tu en testes 5 autres, et tu les pousses dans leur retranchement au maximum, et tu vas te rendre compte que tout seul finalement, juste peut-être qu'en tant que développeur, tu n'as plus besoin de graphiste, peut-être en tant que rédacteur, tu n'as plus besoin de webmaster, et donc tu vas pouvoir créer ta valeur ajoutée, puisque aujourd'hui, pour moi c'est important d'être multicasquette. Je vois souvent des gens en entretien qui veulent se spécialiser méta ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense pas que quand on apprend à maîtriser méta, on a son disque dur saturé, tu vois. Il faut, surtout quand on a l'IA, puisque l'IA nous fait gagner du temps dans un max de tâches, donc ça nous libère du temps de cerveau pour aller se spécialiser. Donc voilà, mon conseil pour les gens, c'est de ne pas rêver, de ne pas forcément chercher au début le truc 10 000 euros, mais déjà juste le truc à 500 euros, c'est ce qui va te permettre demain peut-être de financer un deuxième truc à 500 euros. C'est vrai. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, donc quand j'étais dans la soudure et tout, j'avais des sirènes comme ça. Viens Nicolas, on lance une agence, oublie ton petit truc. Parce que Soudure.pro à l'époque, ça me rapportait 300 euros. Quelques années plus tard, ça me rapporte entre 3 et 4 000 euros. Et d'une façon, c'est beaucoup moins relou aujourd'hui à entretenir qu'une agence web où je dois livrer et aller chercher de l'argent à chaque fois. Tu travailles pour toi. Tout à fait. C'est la vraie différence. Alors travailler pour soi, oui. J'ai vu une vidéo récemment où... Parce qu'il y a beaucoup d'ego dans ce domaine. Moi, ok, je suis entrepreneur, mais déjà quand on est une agence, on a quand même des patrons, c'est nos clients. Et moi, je pense aujourd'hui, parce que les gens veulent tous être entrepreneurs, mais je pense qu'être le numéro 2 d'une boîte, c'est génial. Tu as beaucoup de pression en moins. Bien sûr, si ton numéro 1, il te fait confiance, il ne se décharge pas sur toi surtout. S'il se décharge sur toi, et qui te paye bien, la responsabilité juridique, la responsabilité de virer les gens, de toute façon, ça restera toujours la sienne. Bien sûr. Donc, tu as quand même cette partie-là de la pression. Demain, il y a un contrôle fiscal, etc. C'est le numéro 1 qui prend, c'est pas le numéro 2. C'est vrai. Donc, tu peux vivre une vie quasi entrepreneur en étant numéro 2 et en gagnant des fois, parfois plus que le numéro 1 parce que lui, il est en mode investissement, donc il voit à long terme. Donc, il ne va pas prendre de salaire maintenant. Par contre, toi, il doit te payer. Et donc, voilà. Et dernière question, si tu avais des conseils avec ton expérience, avec ton recul, pour des gens qui voudraient s'installer au Maroc là, dans les prochains mois, on sait qu'il y a des vagues chaque année durant l'été. Grosses vagues. Des grosses vagues, surtout en ce moment. Tsunami maintenant. C'est quoi tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut réussir son installation, que ce soit en famille ou même en solo, mais conseil global? Le conseil déjà, c'est de trouver une solution pas chère pour venir sur place et ne pas devoir repartir vite parce que tu payes l'hôtel je ne sais pas combien. Donc venir, pouvoir venir 2-3 semaines, donc avec un logement pas cher. Et tu exploites ce temps-là pour aller sur le terrain. Et il ne faut pas se fier à ce que les gens disent. Les gens m'ont dit que Casablanca c'était très cher. Finalement, c'était que 300 euros de plus que mon loyer à Agadir, alors que là, j'étais au centre du plus beau quartier de la ville, tu vois. Si je les avais écoutés, dans ma tête, c'était 3000 euros un loyer comme ça, tu vois. C'était pas vrai, donc faut faire attention. Il faut aller chercher l'information par soi-même. Et après, pour tout ce qui est installation, ouvrir une boîte, c'est pas compliqué. J'ai jamais rien trouvé de compliqué ici. Tu arrives, tu fais ton électricité, ton internet, faut juste être un peu patient, tu vois.
Mais j'ai jamais rien trouvé de compliqué ici. Hein. Tu as des formulaires à remplir, tu les remplis, tu les fais tamponner, tu les donnes, tu attends et tu as tout ce que tu veux. Faut juste faire. Faut juste faire. Honnêtement, je ne vois pas de blocage particulier, si ce n'est qu'il faut avoir la culture de relancer les gens. Moi, je m'en rappelle, avant j'étais dans une banque dans laquelle je ne suis plus maintenant, j'avais très l'habitude qu'ils oublient toujours tout quand je leur demande quelque chose. Donc j'étais avec eux, comme là je suis en face de toi, je leur fais une demande, mais pendant qu'ils me parlaient, j'étais déjà en train d'écrire le message de relance que j'allais leur envoyer 2 heures plus tard, parce que je t'envoie le papier tout à l'heure, tu peux toujours attendre. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas pour ton partage. On a oublié de parler d'une chose importante, de ta partie un peu loisir, et on va l'aborder parce que je sais que ça te tient à cœur aussi. Je sais que tu es fan de rugby. Oui, alors. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, et surtout que du coup tu es dans le rugby au Maroc? Tout à fait. Alors moi de base, pour te corriger, je ne suis pas fan de rugby. J'aime le rugby quand il y a la France qui joue à la Coupe du Monde et tout, tu vois. Mais moi, je suis plus foot comme beaucoup de gens. Sauf que il y a quelques années de ça, il y a un de mes beaux-frères qui a créé un club de rugby, mais de rien. C'est un prof de sport dans un lycée de la banlieue d'Agadir. Et il m'en parlait de plus en plus, et puis j'ai suivi le projet de loin, et puis à force de voir ce qu'il arrivait à obtenir qu'au mérite, parce que vraiment il n'y avait pas d'argent, il partait de rien, et il jouait contre des clubs qui existaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus. J'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, au départ autant que sponsor, et puis depuis 2 ans en rejoignant le bureau. Et ce qu'on est en train de réaliser au sein de ce club, c'est assez exceptionnel, puisque l'année dernière, notre équipe A15 masculine, elle est montée en Ligue 1. Incroyable. Donc on a battu tous les clubs de la région, tous les clubs de Ligue 2, et on est en Ligue 1. C'est quelle ville de la banlieue d'Agadir? Aït Miloul. D'accord, ok, incroyable. Voilà, et donc Aït Miloul rivalise face à Casa, Marrakech et tout. Donc Aït Miloul et nos pauvres subventions, parce que c'est mon rôle aussi au sein du bureau, c'est d'appeler à la fois les autorités locales ou des sympathisants privés à nous rejoindre. Mais pour te dire, Aït Miloul, l'année dernière, en Ligue 1, faisait des résultats genre 7-12. On perdait, la Ligue 1, c'était notre première année, c'était difficile. Avec notre budget annuel de 5 000 € par an, face à des clubs qui ont des budgets de 150 200 000 € par an. D'accord, ok. Tu vois, les 5 000 € par an, je ne te cache pas que ce n'est pas suffisant. On est obligé de mettre de notre poche, parce que tu prends 30 mecs, tu les emmènes à Oujda, tu loues le bus, tu prends le chauffeur, ça monte très vite. Là, on vient de monter en Ligue 1 à 7. Et pour les garçons, il n'y a pas plus tard que dimanche dernier, on a joué les playoffs du Sud. Donc la Ligue 2, en fait, il y a 2 poules, poule Nord et poule Sud. On est les champions du poule Sud. On va aller se battre contre les champions de la poule Nord de Ligue 2 donc, dans 2-3 semaines. Et on va aller chercher l'accession à la Ligue 1 aussi. Donc c'est des émotions de fou. Parce que, bon, moi, je suis foot, tu vois, en ce moment, on a le PSG en finale, je suis content. Et voilà, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais fou. Mais quand c'est ton équipe, c'est tes gars, voilà, ils viennent de la région, ma belle famille, enfin, pour moi, voilà, c'est une fierté. C'est une fierté, tu vois, genre, ils nous représentent, tu vois, surtout qu'il n'y a pas, quand on dit on est le représentant du Sud, c'est-à-dire que du sud de Sahara jusqu'au nord de Marrakech, il n'y a pas de club de rugby. D'accord. Il y en a, mais pas à notre niveau. Ouais. Sinon, c'est Marrakech, Oujda, Tanger, tout ça. Donc, il y a un côté aussi identitaire là-dedans et tout qui te pousse à... Moi, tu ne me reconnais pas. Hein. Tu viens me voir un dimanche rugby. Et ouais, à la mi-temps, je monte sur une chaise et j'arrange tout le monde. Hein. Incroyable. Et bah écoute, on mettra des liens s'il y a des sites, s'il y a un blog, s'il y a des gens qui veulent. Je transmettrai des images. On a des belles images de coupe qu'on a ramenées. Dans un lycée, les filles avaient le trophée, les garçons la médaille d'argent. Il y avait les parents sur la scène et tout. Enfin, c'était très émouvant. Je pourrais te partager tout ça. Je mettrai les liens dans la description s'il y a des fans de rugby ou des gens qui veulent soutenir Aït Miloul. Ouais, tout à fait. Incroyable. Et on a même des joueurs appelés en stage d'équipe nationale. On rigole pas. Ça rigole plus alors.
Ouais. Est-ce que toi, personnellement, il y a un site ou tu as un compte Insta où les gens peuvent te retrouver, à part le site d'Energy Gin que je mettrai aussi dans la description? Ouais, mon compte perso, après, il n'y a pas de thématique particulière. Hein. Ouais, tu me donneras tes contacts et je les mettrai en description. Surtout pour la partie business, on ne sait jamais, c'est des gens qui peuvent être intéressés pour travailler avec toi. S'il y a des clients qui qui ont besoin de faire de sites ou des logiciels ou peu importe, ils sauront te communiquer et te contacter. Merci encore Nicolas pour cette heure et demie. Je ne sais pas trop comment je vais faire au montage, mais on va se débrouiller. Ça sent l'interview en 2 parties encore une fois. Pour ton temps. Après, je parle lentement. Donc, si tu fais un x2 quand je parle. Ouais, de toute façon, je conseille aux gens d'écouter en x2 ou en x1,5 les interviews en général. Moi, c'est ce que je fais en général. À chaque fois que j'écoute une interview, elle est en 1,5. C'est la même chose. Ça s'entend, ça s'écoute et tu gagnes du temps. Ouais. Merci encore une fois pour ton temps. Pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, probablement une vidéo un peu plus classique. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.